de conscience. L'expérience de la conscience se construit autour d'un vécu où la conscience de soi semble évidente, de même que la rencontre avec le monde et autrui. Car la première forme d'altérité que je côtoie, c'est celle de ma mère. C'est en effet dans son ventre que l'embryon que je suis saisit les premières sensations, certes inintelligibles, baignant dans un liquide amniotique, flottant dans une mer où une première élaboration du moi, en prise avec la sensibilité ambiante, celle que j'occupe, le ventre de ma mère, dont je ressens les états d'être, stress, bien-être, agitation, fébrilité, addiction, etc., se réalise. Par suite, ma naissance me jette au monde, hors d'autrui, hors de ma mère. Et ma première expérience est celle de mon couffin, de mon landau, babillant, saisissant mes pieds, sentant des présences autour de moi, mais aussi des choses. Ma conscience se fait présence au monde comme un être manifesté, alors que ma naissance me projette au monde dans une ontologie de cet être au monde. Je ne suis alors qu'un nourrisson au regard de mes parents, de mes grands-parents, de leurs amis, collègues ou relations qui sont venus voir le bébé et témoigner à ma famille leur affection et leur attachement. Sans que mes sens ou ma raison ne soient développés, je perçois des présences autour de moi, celle de ma mère, sa voix et sa tendresse qui me rassurent. Elle me nourrit, me cajole, puis la présence de mon père, le son de sa voix. Je ne suis pas seulement un être phénomène livré au regard des autres, je suis également une conscience immédiate, un existant en quête d'éléments pour sustenter sa pensée, pour grandir physiquement, mais aussi intellectuellement. Le monde est le lieu où ma conscience va pouvoir petit à petit s'étoffer elle-même, prendre de la densité et petit à petit permettre à ma raison de se développer ainsi qu'à ma personnalité de s'affirmer. Je vais devoir m'éprouver, me heurter, m'évaluer et me risquer dans cette réalité environnante et matérielle résistante que constitue le monde. Je n'aurai alors de cesse de bâtir ma subjectivité en me posant et m'opposant au réel dans une conquête permanente de mes connaissances et de ma liberté. Indubitablement, je suis cet être, mais pas simplement un être. Je suis également porteuse d'une filiation, rattachée à des ancêtres, tributaire d'une hérédité. Alors l'hérédité, c'est bien évidemment tout ce qui est de l'ordre des petites maladies dont on hérite, cardiovasculaires de grand-papa par exemple, mais c'est aussi une hérédité parce que je possède avec moi tout cet inconscient collectif, cette généalogie de la famille que je porte en moi. Par suite, je me trouve également astreinte à des circonstances, à des rencontres, à des événements plus ou moins hasardeux, au cours desquels et auxquels je me mesure, me confronte, me sensibilise, me construis, y compris à partir de ceux qui se révèlent les plus destructeurs, ou à l'inverse, qui sont terriblement exaltants. Quelle drôlerie! Quelle indécence et en même temps quelle insolence représentent mes jeunes années, ces temps des expériences où tout semble possible, car tout fait l'objet d'une découverte. Apprendre à se mouvoir, marcher, parler, écrire, manger, aimer, tous ces gestes codifiés qu'il importe que j'intègre pour devenir un être de raison, mais aussi un être de relation. Réaliser ensuite bien rapidement qu'être au monde comme entité en prise avec le réel, avec tout ce qui m'entoure, me place aussi en situation de danger. D'autant que l'univers ne se révèle pas simplement comme physique, c'est-à-dire dans une matérialité compréhensible. Il se définit aussi comme un espace grouillant de vivant, investi par l'animal, la plante, la nature en général. Il désigne un ensemble qui tente à se préserver et qui m'impressionne. Surtout que, de temps à autre, moi aussi je m'y révèle dans ma forme la plus inquiétante et m'y manifeste comme une troublante menace. Paradoxalement, en effet, l'homme affectionne la nature.
Elle l'inspire, il aime à la contempler, car elle est vitale pour lui. Elle assure sa survie. Pourtant, l'homme en est aussi le plus cruel agresseur, celui qui l'endommage et se comporte parfois en exterminateur. De toute évidence, le monde vivant s'avère empli de prédateurs et se conjugue alors sur le mode de la survie. Il importe aussi que je fasse mes preuves, que je prenne des risques face à un monde hostile, dangereux ou au contraire parfois rassurant, apaisant, harmonieux. En prise avec la réalité, j'entreprends afin de vérifier mon aptitude à l'action et à l'authenticité, peut-être aussi parce que je me sens capable d'un éventuel héroïsme, mais en même temps, je sais aussi que mes actes me conduisent parfois aussi à une étrange lâcheté. Vivre consiste à prendre des risques, pense ma conscience exaltée ou apeurée à l'idée de ce que cela peut représenter. Inéluctablement, la raison se doit de m'aider à en évaluer le degré de dangerosité, afin de m'engager de manière réfléchie, me responsabiliser et survivre à mes décisions et mes actes. L'être pour l'action prend alors conscience du tragique de sa condition, du risque de mort qui plane en permanence sur lui. En outre, cet être pour l'action cohabite avec un autre, mystérieux, fascinant, odieux, intrigant, généreux, admirable, irascible, excessif, intolérant, arrogant, agressif, lancinant, aimant, bref, suave, égocentrique, névrosé, accessible, disponible, érudit, imbécile, maladroit, intelligent, et parfois tout cela. Un être changeant et réactif ou actif, tout comme lui, en fonction du temps, du lieu et des circonstances. Un être tout à sa relative et subjective relation au monde, aux êtres et à soi. Voilà le cas de conscience. De fait, et incontestablement, l'autre existe. Je le rencontre, le fréquente, ou l'évite parfois. Je l'aime ou je le hais. Sa présence me reste assurée et je projette sur lui un ensemble d'affects que ma raison ne paraît pas toujours maîtriser. Néanmoins, certains penseurs, étonnamment, ont défendu un solipsisme, solé et ipsé, être seul avec soi-même. Ce qui révèle la difficulté de la rencontre avec autrui, ou en tout cas de la définition d'autrui, et d'intellectualiser cet autre moi qui n'est pas moi, ou tout simplement de contrebalancer l'évidence de la présence de la multitude en souhaitant revenir à soi dans la solitude intime de la subjectivité. Malgré cela, l'isolement, lorsqu'il est choisi, coïncide avec une attitude intellectuelle de repli sur soi, d'introspection ou de méditation propice à la connaissance de soi, à la plénitude et au repos. Toutefois, la solitude affective imposée par les circonstances place l'homme au cœur d'un désert où il erre dans l'espoir de la rencontre avec l'autre. Pourtant, lorsqu'il le souhaite ardemment, souvent personne ne surgit. C'est là le drame de sa condition. Expérimentalement, la rencontre avec l'autre ne va pas de soi, quoique la conscience s'éprouve dans la relation avec autrui. Tout d'abord, je réalise qu'il cohabite avec d'autres. Cette coexistence le place à côté d'autres corps, qui dégagent en une expression particulière leur état d'être, qu'il traduit ensuite de façon analogique. Si je vois des larmes couler des yeux de mon voisin, j'en déduis qu'il pleure. Je peux ensuite en déduire aussi qu'il est triste, parce que moi-même, quand je pleure, je suis triste. Puis, il appréhende l'autre dans une proxémique différente, dans le face-à-face, un moment spécifique où les regards s'affrontent. D'une intercorporéité objectivée à une intersubjectivité, les rapports s'établissent et libèrent un espace unique de communication, notamment dans une intracorporéité. Quand je parle d'intercorporéité et d'intracorporéité, je veux tout simplement dire qu'une conscience ne rencontre pas qu'une conscience ultime, elle rencontre aussi une conscience logée dans un corps. Et nous faisons face à cette totalité.
Enfin, la véritable et trop rare rencontre s'établit lorsque s'ouvre une dimension éthique des relations. Quand je observe sur le visage d'autrui un autre jeu et lui accorde une valeur particulière, une valeur, comme dirait Lévinas, à protéger, à estimer et à aimer. Par ailleurs, soulignons que les difficultés existent et persistent en particulier lorsque l'autre domine, manipule ou asservit. En conséquence, l'homme se trouve face à un choix extrême. Lui ou moi, c'est une question de survie. Alors surgissent, pour la philosophe que je suis, de nombreuses interrogations. Qu'est-ce qui caractérise les liens entre la conscience et ce qui l'entoure? Comment définir cette rencontre avec le monde et l'autre? Comment se préserver et en même temps assainir les relations? Comment repenser les rapports avec autrui afin de permettre l'émergence des personnalités dans la diversité et laisser jaillir, sans nécessairement s'imposer, des décisions, des actes qui, dans un monde impressionnant, peuvent tout simplement permettre de célébrer la manifestation d'autres présences. Comment agir? Comment trouver un projet collectif au cours duquel chacun, agissant pour lui-même, œuvre également pour tous, sans renoncer à ce qu'il est? Je vous laisse sur ces questions parce qu'elles me semblent très pertinentes, mais surtout essentielles en cette période un peu troublée que nous vivons aujourd'hui. Mais j'ai même envie de dire que s'il n'y avait pas cette problématique de la pandémie, le problème resterait entier. Comment être et être pour soi, sans être trop égoïste et pouvoir grandir à l'autre dans une vision altruiste. Et en même temps, comment faire face à l'autre lorsqu'il est brutal et lorsqu'il m'impose finalement d'être dans une vision obscure ou en tout cas une vision absurde de la relation que j'entretiens avec lui. Voilà les questions qui m'interpellent aujourd'hui en tant que philosophe. Voilà ce que je voulais soumettre simplement à votre réflexion.